the influence of global tech companies is growing across the political, social and economic. L'importance de la technologie est de plus en plus importante dans les royaumes politiques, sociaux et économiques, et les actions de la Big Tech façonnent les écosystèmes de notre information. Il manque souvent de transparence et nous n'avons pas d'informations sur les priorités des plateformes et leurs algorithmes. La désinformation représente une menace imminente aux libertés fondamentales. Cela peut amener de la polarisation sociétale, de la méfiance, de l'instabilité, et lutter contre la désinformation exige des mesures pour assurer que la transparence, la liberté d'information des médias, appuyer la littératie, renforcer la transparence et la redevabilité des plateformes en ligne, sans pour autant attaquer la liberté d'expression. Comment pouvons-nous assurer qu'un écosystème d'information transparent et responsable se produise avec une conversation informée du public, protection des droits humains, une ligne éditoriale libre et des citoyens actifs résilients? La Big Tech a un rôle de plus en plus important et sommes-nous, en tant que citoyens et nations, en train de perdre la bataille de l'information et de l'espace de l'information? Veuillez accueillir la modératrice Nathalie Bridget Baker-Arkevik. Hello everybody and welcome. Bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue à nouveau. Je suis ravie de vous voir ou de vous revoir. Nous sommes donc à cette session Perdre l'espace de l'information avec un point d'interrogation à l'âge des Big Tech. Cette session est présentée par la Norvège, votre hôte, et donc moi, Nathalie Baker-Arkevik, votre maître de cérémonie. Je salue tous ceux qui nous regardent en ligne et le public. Et aujourd'hui, nous voyons des menaces. Les menaces, notamment sur la société, ont peut-être été négligées à mesure que l'on voyait aussi les bienfaits de Internet. Et nous voyons, comme on l'a dit, le risque de polarisation, de méfiance, d'instabilité. Et donc, lutter contre la désinformation exige que nous ayons de la transparence, la littératie, et également que les plateformes atténuent et tempèrent ces risques de manipulation dans les plateformes. Nous devons parallèlement protéger la liberté d'expression et cela demande un numéro d'équilibriste en quelque sorte entre la sécurité et les libertés fondamentales. À mesure que la Big Tech obtient un rôle de plus en plus important dans nos communications et dans nos infrastructures de communication, est-ce que nous, les citoyens et les nations, sommes en train de perdre la bataille de l'espace de l'information? Et espérons que nos panélistes pourront y répondre, en tout cas partiellement, et n'hésitez pas à poursuivre la conversation, essayer de trouver des réponses de façon collaborative pour arriver à maintenir cet équilibre dont on parlait. Comment pouvons-nous nous assurer d'un écosystème responsable, transparent de l'information, tout en conservant un dialogue informé avec le public, protéger les droits des humains, avoir une ligne éditoriale libre et des citoyens actifs résilients? Voilà quelques questions que nous allons nous poser lors de cette session. Et cette session va discuter des défis de gouvernance. Comment est-ce que la bataille pour l'attention des utilisateurs mène les produits de la Big Tech? Et nous avons également la course à l'IA. Comment pouvons-nous assurer la transparence et la redevabilité dans cet espace? Et je vais à présent vous présenter nos orateurs et oratrices. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Ready. Vous êtes prêts? Oui, formidable. D'abord, nous avons Madame Lubna Jeffrey, qui est ministre
norvégienne de la culture et de l'égalité, puis Madame Liisa Pakosta, ministre de la Justice et des Affaires numériques de l'Estonie, Madame Lisa Heiss, qui est chef des politiques de sécurité publique et juriste pour la partie américaine TikTok. Nous avons Monsieur Björn Berg, qui est vice-secrétaire général du Conseil de l'Europe, et Monseigneur Luciano Adrenruiz, secrétaire au diocèse de la communication du Saint-Siège. Merci à tous. Yes, let's welcome them on stage with some more warm applause, ladies and gentlemen. Et Monsieur Thibault Brutin, secrétaire général de Reporters sans frontières. We're very privileged and blessed here to have our Je suis ravie de voir les représentants de la Norvège et d'autres coins du monde pour cette conversation extrêmement importante. Je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue. Merci de vous joindre à nous. À présent, nous allons démarrer avec Madame Lubna Jafri, ministre pour la Culture et l'Égalité. Vous avez la parole. Excellencies, colleagues, Excellences, chers amis, je suis ravie d'être présente à cette première journée de ces 5 jours qui seront très fructueux, j'en suis sûre, pour nous assurer d'un Internet sécurisé, libre et transparent. Nous sommes face à de grands défis. Il y a 7 mois, nous avons vu les résultats de l'élection roumaine qui a été annulée pour des soupçons de désinformation, de manipulation. Et ce n'est pas un incident isolé. La manipulation sur les plateformes en ligne est devenue un défi bien connu des pays partout dans le monde. D'après un rapport norvégien, de tactiques similaires ont été utilisées pour tromper les citoyens aux États-Unis, en France, en Géorgie, en Corée du Sud, pour n'en citer que quelques-uns. L'avancée et les progrès de l'IA générative n'a fait que renforcer ce défi. Et aujourd'hui, nous voyons que cela se propage à une échelle inouïe. Nous ne savons plus si nous avons affaire à des vraies personnes ou à des contenus de l'IA. Et cela peut être extrêmement nuisible. La propagande, les faux récits peuvent se propager comme des feux de forêt sur les réseaux sociaux et saper la confiance de nos citoyens envers le tissu de notre société et les fondements de notre société. L'objectif est clair, éroder la solidarité, influencer les élections, créer de l'instabilité, et les conséquences ne sont pas abstraites. La désinformation peut infliger de véritables dommages démocratiques, économiques et physiques. Il s'agit d'acteurs qui visent à déstabiliser les sociétés, à manipuler l'information, et cela sert d'arme. Nous devons nous défendre. Les médias indépendants offrent des sources d'informations fiables et l'information peut être manipulée s'il n'y a pas de médias indépendants. Les médias, en revanche, peuvent être utilisés comme des garde-fous de l'information, mais ils sont actuellement remis en question par la Big Tech. Les journalistes sont une partie intégrante de cet écosystème des médias. Et par la transparence, la connaissance et l'accès à l'information, nous pouvons nous assurer et nous devons nous assurer que la vérité soit accessible à tous. C'est la recette du succès. La solution n'est donc pas de réprimer la liberté d'information, mais au contraire, cette lutte contre la désinformation doit sauver la liberté d'information et non pas la réprimer. Nous devons nous assurer que les inégalités et la discrimination ne soient pas transférées ni amplifiées par ces technologies dont nous dépendons. Pour nous assurer que les droits humains soient respectés,
À l'ère des big tech, nous devons sauvegarder l'égalité et l'inclusion. Le gouvernement norvégien l'a dit dans un rapport publié et sa nouvelle stratégie de lutte contre la désinformation. Il nous faut un haut niveau de confiance, de littératie médiatique et de transparence. Les études ont montré que ces facteurs sont absolument cruciaux pour la vulnérabilité d'un pays face à la désinformation. Nous ferons en sorte que les big tech soient redevables et exiger qu'ils acceptent que leur rôle central dans la diffusion de l'information amène des responsabilités. Il nous faut une collaboration internationale, des régulations robustes, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut présenter un front uni, la société civile, les universités, les politiques, les décideurs politiques, l'industrie. Et notre lutte contre la désinformation doit inclure la sauvegarde de la liberté d'expression. C'est seulement ainsi que nous pourrons conserver nos sociétés et protéger les droits de l'homme et surtout pour les populations vulnérables. Merci beaucoup. Thank you so much, Minister Jaffrey, for delivering those opening remarks. Merci, Madame la Ministre Jaffrey, pour ces remarques liminaires. Les différentes parties prenantes, cette approche multipartite est absolument essentielle, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes face à des défis, il y aura des conversations difficiles à avoir. Nous vous remercions donc tous d'être ici, vous tous les représentants et représentantes de voix diverses. Notre première question, les plateformes numériques ont transformé la façon dont l'information est partagée, auquel on accède. Quels sont les impacts plus larges sur la société que vous avez remarqués? D'abord, Madame Lisa Lipacosta. Merci infiniment, c'est un véritable honneur d'être ici. Merci, merci Madame la ministre norvégienne. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et c'est vrai que si on pouvait faire tout ce que vous avez dit, ce serait formidable. Ici, nous essayons de savoir comment est-ce qu'on peut accéder à ces belles perspectives en tant qu'être humain, en termes de démocratie que nous souhaitons protéger, liberté d'expression que nous souhaitons protéger, tout en étant face à des nouvelles opportunités technologiques et lutter contre les méchants. Cette variété technologique existe aujourd'hui et on voit d'un autre côté que la vie physique du monde réel a changé, on a été impacté et les informations, on l'a vu, ont été diffusées à l'époque de Pompéi, vous savez, qui a été enseveli par un volcan. Et la diffusion de l'information, ce n'est donc pas nouveau. On a su que Pompéi, très rapidement, avait été victime d'un volcan. Mais les choses ont cependant changé. Je viens d'Estonie. C'est un pays qui est intégralement numérisé. Notre population a confiance envers les services numériques, le gouvernement numérique, mais nous sommes également un pays limitrophe de la Russie. Et nous voyons ce qui a changé, c'est-à-dire des attaques hybrides incessantes, une guerre de l'information qui se fait sur les plateformes et qui s'intensifie. Vous avez parlé de la Roumanie où les élections ont été clairement attaquées par la Russie. Et ça, c'est ce qu'on voit de façon évidente au niveau technologique. Deuxièmement, ce qui a changé, c'est la partie éducation.
Normalement, nous avons l'habitude d'enseigner les enfants qui apprennent à lire, à écrire dans des livres, des journaux, et on discute certaines questions avec eux. Aujourd'hui, on est dans une situation entièrement différente. Et en Estonie, nous sommes convaincus qu'il faut apprendre aux enfants à être de bons utilisateurs, des utilisateurs habiles et critiques de ce qui se fait autour d'eux. Merci, Madame la Ministre. Merci, Laïsali. Nous voulons peut-être continuer sur cette question tout à l'heure, donc nous y reviendrons. Merci. À présent, Monsieur Bjorn, Monsieur Thibault Brutin, de Reporters sans frontières. Je viens d'un mouvement qui, historiquement, défend les journalistes. Et c'est vrai que les progrès dans la diffusion de l'information par ces plateformes de la tech ont été très importants. C'est vraiment ce qu'on voit et qu'on risque d'oublier. Parce qu'il y a énormément de mécontentement, on parle sans cesse de désinformation et on oublie parfois que pour collecter, pour disséminer les informations, eh bien, nous avons de grandes opportunités qui ont été saisies par les médias. Et d'un autre côté, il y a des risques. Aujourd'hui, l'économie des médias, de l'information, a été affaiblie par ces plateformes de la tech. On voit également un déclin de la confiance du public. On voit des mouvements publics qui se servent des réseaux sociaux comme d'une arme dans leurs propres intérêts. Et on voit des entreprises de la tech qui n'acceptent pas de jouer un rôle démocratique. Et ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a 3 choses qu'on doit repenser. D'abord, la démocratie va vaincre. Je crois que plus personne n'y croit. Il faut protéger la démocratie. On le sait aujourd'hui, c'est un effort constant de tous les jours. La vérité ne triomphera pas si on ne protège pas nos espaces de l'information. Et troisièmement, on peut croire que l'espace numérique, c'est un espace privé, mais c'est de la pure fiction. Nous avons délégué notre espace privé aux entreprises. C'est effectivement un outil public, mais nous devons nous le réapproprier. Il faut restaurer les garanties démocratiques dans l'espace numérique. Nous avons également des autres associations avec qui nous sommes d'accord sur ces sujets. Merci. Monsieur Berg, est-ce que vous pourriez répondre au cours de vos 3 minutes? D'abord, bonjour à tous. Certains des effets les plus inquiétants sont liés, et cela a déjà été dit, à la propagation de la désinformation, des fausses informations, des discours de haine, etc. Et ces éléments visent clairement à manipuler l'opinion publique pour déstabiliser même les sociétés. Et très certainement ont un impact qui sabote les processus démocratiques. Nous avons entendu parler des élections roumaines et de ses résultats. Et cela mine vraiment la démocratie et sape ses fondements, ces types de manipulation, de campagnes de désinformation. On l'a vu au cours de différentes élections ces dernières années. Et c'est un véritable problème. La question aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire pour combattre la désinformation? Je viens du Conseil de l'Europe où nous nous focalisons sur la mise en place de normes, des approches juridiques sur ces questions. Et l'année dernière, nous avons lancé une note d'orientation avec 46 États membres. Et là, nous savons que nous proposons du fact-checking, de la vérification des informations sur des plateformes. Et il nous faut aussi nous attaquer à l'aspect plus criminel. Plus de 70 pays, et pas seulement en Europe, mais au niveau mondial, ont rejoint cette initiative.
Et il y a des activités dans plus de 130 pays. C'est donc un aspect important des travaux que nous faisons au Conseil de l'Europe. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais bien sûr, tout cela a un lien avec la littératie des médias, comprendre ce qu'on lit, être critique. Et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous verrons les résultats. C'est aussi lié à la vérification des faits, comme je l'ai dit. Mais quelque part, c'est déjà trop tard. Il y a déjà eu un effet négatif. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut suspendre ces contenus nocifs et qui peut le faire. Bien sûr, les plateformes, les leaders politiques ont un rôle à jouer, mais on a aussi vu une tendance qui nous montre que c'est de plus en plus difficile et c'est de moins en moins une priorité pour certains États. C'est aussi une question de législation. Bien sûr, la loi sur les services numériques de l'Union européenne existe et il y a aussi son application. Il y a d'autres questions, mais il faut vraiment aller plus loin, voir comment nos systèmes sont utilisés et déviés de leurs principes de base. Il faut en être conscient et voir comment ils sont utilisés dans ces contextes. Est-ce que cela fait 3 minutes? D'accord, je vous remercie. On aura peut-être effectivement le temps d'en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup. À présent, je me tourne vers Monseigneur Ruiz. Est-ce que vous pourriez répondre aussi? Je pense que nous devons comprendre que la culture numérique touche de nombreux aspects de la vie humaine. Et il y a le domaine de l'anthropologie et de l'éthique qui peut jouer un rôle à ce sujet. Parce que la culture numérique a une relation avec la personne. Et la perception de la réalité des temps, de l'époque, d'une telle manière que nous trouvons des réponses, ou trouvions des réponses à nos questions existentielles. Et c'est une approche envers la réalité qui est différente dans notre culture. Ça signifie que les questions éthiques sont différentes. Si nous voyons la réalité différemment, eh bien, nous agissons différemment. Cela signifie également que tout ce qui est numérique, ce n'est pas seulement un instrument qui se conforme, mais qui réalise une nouvelle culture. Et ça, c'est très important. On a tendance à croire que la technologie est neutre, mais elle ne l'est pas. Toute technologie est née d'une intention. Et par la suite, nous pouvons ajouter une autre intention à cette technologie. C'est l'intention de l'utilisateur. Mais la technologie est neutre, on peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Eh bien, en réalité, ce n'est pas vrai. Elle est née, cette technologie, à partir d'une intention. Et donc, il est nécessaire d'agir de façon active au niveau de la législation, de l'utilisation et de la recherche, notamment dans les domaines de l'anthropologie et de l'éthique. Merci, Monseigneur Ruiz. Madame Jeffrey, est-ce que vous souhaiteriez répondre? Ah, je pensais que vous alliez poser la question à la personne qui venait de TikTok, parce qu'il est là. Mais bon, je pense qu'il est d'abord important de reconnaître une chose, c'est que les plateformes numériques font partie de la démocratisation parce qu'elles permettent à de très nombreuses personnes de dire ce que nous avons à dire, de nous exprimer. Mais le problème, c'est que il y a aussi de nombreuses personnes qui sont réduites au silence ou qui ne sont pas entendues. Et donc ces plateformes, leurs algorithmes nous font vivre dans certains univers.
moi, je fais partie d'un univers, mon voisin est dans un autre univers et on ne se rencontre pas parce qu'on nous sommes dans nous sommes dans nos propres chambres d'écho et vous êtes renforcés en permanence dans ce que vous croyez ou voulez croire. Et on ne discute plus des choses comme on le faisait, aussi parce qu'on passe beaucoup de temps sur ces plateformes numériques. Et ces plateformes ont propagé de la haine, de la radicalisation, c'est vrai, et c'est un problème. Le gouvernement norvégien doit répondre en appuyant les médias, ça c'est important. C'est peut-être étrange que le gouvernement norvégien soutienne les médias, cela peut vous paraître étrange, mais il nous faut des médias indépendants qui comprennent aussi que les réseaux sociaux, ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif. Et vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour comprendre tous les faits, mais ça ne sera pas suffisant. Il vous faudra autre chose, les autres médias comme la presse notamment. Merci infiniment. Et pour inclure TikTok dans cette conversation, effectivement, c'est important. Je vous remercie de venir, de faire partie de cette conversation de bonne foi. Merci à Lubna. Les technologies émergentes ont un rôle à jouer dans la propagation, effectivement, de la désinformation. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent adopter des mesures pour limiter la désinformation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Lisa, d'abord, si vous pouviez répondre. Je ne suis pas sûre que ce soit une question à laquelle je puisse répondre en 4 minutes. C'est plutôt une réponse qui prendrait 4 jours. J'espère donc que c'est le début de la conversation pour nous qui sommes là et qui allons rester lors des prochaines journées, mais c'est vrai qu'on pourra à peine gratter la surface. Je crois que l'autre Lisa en a parlé. Ce n'est pas nouveau. Certains des défis auxquels nous sommes confrontés dans l'espace numérique, eh bien, ce sont avec les plateformes, notamment à chaque fois qu'on a eu un bond technologique, il y a eu, je crois, des problèmes. On avait, vous savez, l'invention de l'imprimerie et puis on finit avec des tabloïds qui vous disent que telle ou telle célébrité a eu un enfant avec un alien. Donc, on a aussi démarré avec la télévision et on a fini avec la télé-réalité. Donc, je pense qu'on a appris au cours de l'évolution de ces technologies à voir ce qui était vrai, à démêler le vrai du faux. Et je ne dis pas ça parce que je suis optimiste, mais parce que je suis réaliste. Je pense qu'on va finir par comprendre et trouver un moyen de démêler le vrai du faux par rapport à ces nouvelles technologies. Mais c'est vrai qu'il y aura encore des dommages entre-temps. Les grands médias ont eu effectivement un rôle et ont utilisé les plateformes. On le voit dans la BBC, le Wall Street Journal. Ils ont tous des comptes vérifiés sur ces plateformes avec du contenu très divertissant et ils peuvent effectivement proposer des informations à des milliers et des milliards de personnes. Les Nations Unies ont aussi un compte vérifié chez TikTok et cela permet d'avoir accès et de toucher des personnes qui autrement ne le seraient pas. Les technologies émergentes doivent aussi prioriser la sécurité dès la conception et la sécurité. Il faut que TikTok interdise les contenus nocifs et toxiques. Nous avons d'ailleurs retiré un certain nombre de ces contenus. On a également des partenaires qui vérifient l'information, des experts, et nous utilisons les technologies pour
arriver à toucher ces personnes et à essayer de régler un certain nombre de problèmes. Pour l'instant, 80% du contenu que nous retirions de nos plateformes est identifié par l'automatisation et la technologie. Et certaines vidéos, lorsqu'elles reçoivent un certain nombre de vues, eh bien, elles passent au travers d'un nouveau filtre qui vérifie si elles sont acceptables ou non. Lors de la modération, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions retirer des contenus violents 98% du temps, et ce de façon proactive. Et nous ne pouvions pas le faire sans ces nouveaux forums de modération de contenu. L'IA nous permet d'identifier la désinformation nuisible et d'envoyer ces vidéos à des fact-checkers qui, eux, vérifient ces informations. Et à mesure que nous continuons à explorer cette AIGC, ces contenus générés par l'IA, bon, je vais m'en arrêter là parce qu'on n'a pas le temps. Merci, Lisa. Merci à vous. Et à présent, je passe la parole à l'orateur suivant. Merci. Eh bien oui, effectivement, le défi de la désinformation, j'ai commencé à me pencher sur cette question dans mon intervention précédente, mais c'est une question fondamentale pour l'Europe, pour le monde. Et je crois qu'il est important qu'on ait une stratégie claire. Certains éléments d'une telle stratégie sont liés à une bonne alphabétisation numérique. Et puis, il y a la question de la vérification et l'authentification des contenus. Et comment assurer que certains contenus seront suspendus ou supprimés. Et puis, il y a un aspect législatif, évidemment. Il y a un besoin de réglementation. Alors, on a la législation européenne. Et maintenant, il faut savoir comment mettre en œuvre ce Digital Services Act de l'Union européenne. C'est vrai que les évolutions se font très rapidement. Peut-être qu'il serait important déjà de tirer les leçons de ces domaines législatifs et de ces réglementations. Il faut donc qu'on voit comment les systèmes sont utilisés, parfois détournés, et il faut comprendre de meilleure façon les comportements humains, surtout les comportements des jeunes. Et là, il faut plus de recherche. Il semblerait qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent ailleurs et les influenceurs ont un rôle de plus en plus important. Il y a eu un sondage réalisé auprès des jeunes aux États-Unis et 40% d'entre eux se sont tournés vers les influenceurs. Alors moi, je ne connais pas les chiffres pour les pays européens, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut faire plus de recherche, plus d'éléments probants sur les jeunes. Et est-ce qu'on pourrait peut-être être plus créatif aussi, parce qu'on parle des côtés négatifs, mais comment promouvoir l'information fiable, positive, pour finalement combattre les mensonges et la désinformation? Comment mettre en avant cet aspect-là? On a ici le secrétaire général de Reporters sans frontières et je crois qu'il y a une initiative très importante qui a été prise. L'initiative Confiance dans le journalisme, ça c'est une méthode. Comment avoir un système qui nous permettrait à vous et à moi d'obtenir de l'information digne de confiance? Je crois que c'est la bonne voie, ce type d'initiative. Peut-être qu'on pourrait aussi forcer les réseaux sociaux à aller dans cette voie-là, se concentrer sur des informations fiables, dignes de confiance. Et puis on a organisé un hackathon à Strasbourg avec des jeunes de toute l'Europe. Et là, on leur a lancé un défi sur la désinformation et quels étaient leurs points de vue. Et comment eux en traitent. On avait des experts aussi sur place. Et un des exemples concrets et une des recommandations concrètes, ça a été la chose suivante. Peut-être qu'il faut une nouvelle
convention peut-être sur la désinformation et les influences extérieures qui pourrait contraindre tous les gouvernements et les regrouper. Et puis la convention sur le droit de l'information, ça me paraît essentiel. Et ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà, il y a de nombreuses autres idées qu'on pourrait soulever. Mais c'est fondamental, il nous faut une approche multipartite. Ce n'est pas suffisamment d'avoir des gouvernements qui discutent entre eux. Il faut les jeunes, le monde universitaire, les chercheurs, les fournisseurs principaux, les parties prenantes principales. Merci beaucoup. Oui, l'approche multipartite, c'est au cœur de cette conversation. Merci à Björn Berge et merci d'avoir mis en avant le travail de Reporters sans frontières. Je reviendrai là-dessus, Thibault, dans ma prochaine question. Comment répondriez-vous, Madame le ministre Jaffry, en 3 minutes? Bon, d'un point de vue politique, les technologies émergentes, les voir de façon responsable à grande échelle, c'est capital. Finalement, il est important d'abord de voir qu'il n'y a pas de renforcement des discriminations par ces outils numériques. On a vu des exemples de partis pris qui ont été maintenus, la reconnaissance faciale, des systèmes qui ne peuvent pas détecter les gens de couleur ou des algorithmes qui vont reproduire les préjugés de genre. Donc les entreprises de la tech doivent être en alerte. Comment les préjugés doivent-ils être évités dans ces services? Et ça fait partie de la lutte contre la désinformation, renforcer la résilience vis-à-vis des campagnes de désinformation. Je pense que c'est capital pour renforcer la confiance, la stabilité, et ça permet d'avoir un discours public informé. Il est crucial aussi que les technologies ne minent pas les droits humains, par exemple la liberté d'expression, lorsqu'on cherche à tempérer la désinformation. Donc merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Alors maintenant, nous allons passer à la 3e question. 4 minutes chacun, encore une fois. Merci. Bon, ce sont des questions très larges, et c'est vrai que vous réussissez vraiment bien à résumer une information capitale. Madame le ministre Jaffry, j'en profite pour vous remercier. J'ai compris que vous aviez d'autres obligations, Madame le ministre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous propose de remercier la ministre avec moi. Lisa Lee. Lisa Lee. 3e question. Il y a de plus en plus d'appels à la transparence dans les systèmes algorithmiques. Selon vous, c'est quoi la transparence pleine de sens? Quel type de pratique de transparence pourrait contribuer à la confiance du public, que ce soit technique, opérationnel ou communicatif? L'Estonie, c'est la transparence totale. Comme je l'ai dit, nous sommes un État complètement numérisé. Tous nos services sont numérisés. Les données sont partagées avec le gouvernement pour une certaine interopérabilité. Ça signifie qu'il nous faut un haut niveau de confiance de la part des citoyens pour que ce soit opérationnel. Et on a une garantie de cela par une transparence totale. À partir de son téléphone portable, on peut voir qui a eu accès à vos données. Vous pouvez aller sur un portail pour ce faire. Vous voyez exactement qui a consulté vos données et vous pouvez aussi demander pourquoi cette personne a consulté vos données. Et si cette personne n'avait aucune base juridique pour le faire, il y a une sanction. Donc tout est tout à fait transparent. On a le vote électronique, même le système d'élection est tout à fait ouvert et transparent. Donc la transparence, c'est vraiment nécessaire pour la confiance et pour tout contrôle qui sera nécessaire. Pas seulement du côté du gouvernement, mais également côté société en général. Donc pour les entreprises de médias aussi, tout à fait transparent, parce que c'est un espace public. Il faut une transparence totale. C'est le seul outil avec lequel nous pourrons garantir qu'il n'y aura aucun moyen de discrimination ou d'autres points négatifs, des informations, etc. Alors,
c'est beaucoup plus difficile si on parle d'apprentissage par machine, etc. Mais encore une fois, il faut qu'on trouve des méthodes pour une transparence totale. Tous les arguments contre, par exemple, il y a des objectifs commerciaux, etc., bien tous ces arguments ne sont pas recevables pour nous. Donc pour nous, nous avons l'expérience d'une transparence totale et ça renforce la confiance. Merci beaucoup. Je me tourne vers Monseigneur Ruiz pour répondre à cette même question des appels à la transparence dans les systèmes algorithmiques. Quel type de pratiques de transparence pourront contribuer à renforcer la confiance du public? Je vous en prie, Monseigneur. L'accès au code, aux sources, à l'architecture du système, ça me paraît être la première réponse. Parce que cela permet de comprendre ce que fait le système et comment il le fait. Mais je crois que nous devons aussi voir la planification, les conséquences et les relations entre celles-ci. Et nous devons aussi avoir la vision de l'avenir. C'est nécessaire parce que cet aspect-là pourra clarifier le pourquoi et le comment de ces technologies. On ne peut pas avoir une vue simplement partielle du présent. Il nous faut avoir la genèse et l'évolution afin d'évaluer la confiance qu'on peut avoir dans le système. Et ce, précisément parce qu'un système, justement, agit de façon systémique et interconnectée. Il est donc important de connaître tous les acteurs qui permettent au système de fonctionner. La présentation du système doit être accompagnée par la capacité à comprendre le système, à l'interpréter. Ça requiert une connaissance. Et ce, au même niveau que la personne qui produit le système, si vous voulez. Donc, pour avoir une certaine égalité dans la compréhension, si vous voulez. Mais il y a un autre aspect également. La possibilité de modération. Bien, la modération doit impliquer la participation des gouvernements. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, toutes les institutions qui représentent la société, l'aspect collectif. Et il faut qu'il y ait l'autorité nécessaire pour le faire. Développer un système qui va façonner la société, eh bien, ça ne pourra pas être un modèle tout à fait autonome et indépendant. La société, les cultures, le présent, l'avenir, les signes d'humanité, eh bien, c'est de l'ordre de la res publica, n'est-ce pas? Et donc, il faut une contribution active de ceux qui reçoivent ces services, qui en bénéficient. Merci beaucoup, Monseigneur Ruiz, pour votre contribution. Avec cette même question, je me tourne vers vous, Monsieur Thibault Brutin. Bien, je crois qu'il faut comprendre où nous en sommes. Il est clair que la désinformation, ce n'est pas forcément un côté négatif à ces entreprises. En fait, il y a un problème de communication publique. Alors, il y a la désinformation et tout le monde peut couvrir ce qu'il veut avec la désinformation. Il faut mieux définir cela. On voit des mensonges, de la propagande diffusée avec la complicité des entreprises de tech, que ce soit volontaire ou pas. Entre Noël et le Nouvel An, moi j'étais en vacances et j'ai reçu une vidéo et on aurait dit une vraie vidéo qui disait que je m'étais suicidée. Mais non, puisque je suis bien vivant. Et c'était diffusé sur X. Et alors, on a dit
que c'était faux. J'ai bien décliné mon identité, j'ai donné l'information et cette vidéo, elle est encore sur X, malgré tout ce que je leur ai fourni pour la retirer. Donc il faut effectivement ici la société civile, les gouvernements et les entreprises qui travaillent ensemble. J'ai bien peur que je ne sois pas d'accord avec cette solution d'alphabétisation numérique qui serait la première solution. En fait, non. Il faut des transformations systémiques. Lorsqu'on parle de transparence aussi, il faut être très clair. Il ne s'agit pas de chasser les méchants, il ne s'agit pas de chasser la propagande, parce que ça ressemblerait aussi à de la censure. Il s'agit de promouvoir le bien. Il s'agit de récompenser le vrai journalisme digne de ce nom. Une conversation n'a de valeur que si elle est basée sur les faits. Les médias ne sont pas parfaits. Je ne dirai jamais ça. Mais c'est la version la plus proche qu'on a de la vérité. Et je crois que c'est important. Donc nous, chez Reporters sans frontières, on se fait les champions de cela. Les entreprises de tech doivent avoir des contenus médias identifiés comme tels, mais doivent aller au-delà. Il doit y avoir une meilleure visibilité au contenu qui montre une utilisation responsable du journalisme, et on doit aussi avoir des récompenses d'un autre ordre. Si on va en Ukraine et qu'on voit les contenus qui sont retirés, qui sont étiquetés comme propagande ou comme violation des droits de l'utilisateur, mais c'est fou. Ce n'est pas le contenu journalistique qui ne respecte pas les droits de l'utilisateur, c'est le monde. C'est vrai que quand on fait un reportage sur une guerre, il faut montrer des morts et des scènes de guerre. Donc il faut quand même une exception pour les médias et pour qu'on puisse refléter ce qui se passe. Alors après, les gouvernements qui ont la bonne volonté suffisante pour s'engager dans cette voie, eh bien, se prépareront pour un avenir où la conversation publique sera restaurée. Lisa, vous avez encore 3 minutes. Est-ce que je pense que la transparence est importante? Oui. Voilà, j'ai fini. Non. Blague mise à part, je suis désolée que nous ayons pu retirer votre vidéo de TikTok plus vite que X. Ah non, mais la vidéo n'était pas sur X. Non, bah j'aurais pas de commentaire. Si c'était sur X, c'est comme ça. Bon. Monseigneur a raison, et il faut une transparence pleine de sens, que les gens peuvent comprendre. Les algorithmes et les systèmes, c'est pas magique, ce sont des mathématiques. Mais si on ne comprend pas les systèmes mathématiques, on ne comprendra pas. Ma fille de 15 ans, elle est là quelque part. Et à chaque fois qu'elle veut télécharger une application, moi, je reçois une demande d'autorisation. Il faut que je lise une 40aine de pages de conditions d'utilisation. Ce n'est pas réaliste. Donc, tous ceux qui utilisent notre plateforme, il faudrait qu'on explique un peu comment fonctionne l'algorithme, et on essaie de le faire. On dit sur quoi se base l'algorithme. On le dit en anglais simple. On n'a pas besoin d'être mathématicien. On explique que voilà, si vous partagez des vidéos, si vous commentez des vidéos, si vous aimez des vidéos, eh bien, ce sont des signaux que notre système utilise. Bon, après, on donne beaucoup d'exemples, hein. Mais ça, c'est la première étape de la transparence. Il faut que ça soit plein de sens et qu'on comprenne comment fonctionne le système. Et puis la deuxième étape, c'est une déclaration de transparence. Est-ce qu'il y a de fausses vidéos qui sont publiées? Bon, combien de temps nous a-t-il fallu pour les retirer? Comment l'a-t-on fait? Est-ce qu'on l'a identifié nous? Est-ce qu'une autre partie l'a identifié? Et toute cette information, nous la publions de façon trimestrielle, lisible par machine. Donc tous les chercheurs qui essaient de voir les modifications trimestre par trimestre, eh bien, peuvent comparer les tendances pour avoir une meilleure information des politiques publiques. Troisième chose très importante, je dirais, nous voulons nous assurer que nous donnons aux gens les outils pour qu'ils aient une transparence de leur expérience. Au TikTok, on leur donne des contrôles de contenu pour qu'ils gèrent des sujets, qu'ils aient des filtres par mots-clés. Ils peuvent dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ils peuvent appuyer sur
rafraîchir leurs préférences et les modifier, remettre à zéro leur algorithme. Après, on a parlé de la compétence numérique. Eh bien, chez TikTok, on a les prompts qui découragent finalement les contenus non fiables. Pour ce qui est généré par IA, on a des centres de ressources, on a des partenaires avec des vérificateurs de contenu. On va par exemple chercher le contenu qui peut être nuisible pour la santé. On veut des informations sur la santé, voilà. Et on m'indique que mon temps est écoulé. Oui, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Lisa, puisqu'on a volé un peu de votre temps. Bon, ce sont des questions difficiles et les plateformes ne sont pas à mettre toutes dans la même catégorie. Nous sommes là, nous voulons être les partenaires de vous tous dans la salle, nous voulons obtenir des retours constructifs, on serait content d'entendre des suggestions d'amélioration, on va essayer de les mettre en œuvre et moi je suis ravie de pouvoir poursuivre cette conversation. Merci Björn, on va revenir vers vous et j'espère que tout le monde pourra faire quelques commentaires de clôture, mais on va passer à la question suivante et vous pourrez répondre. Je voulais donner le même temps à Lisa qu'à tous les autres. Et puis essayer de respecter le temps aussi. Et on va poursuivre. Comment les gouvernements, les entreprises de la tech, les médias, la société civile, comment ces acteurs peuvent-ils travailler ensemble pour une meilleure résilience publique contre la manipulation de l'information dans les écosystèmes numériques? Encore une fois, 3-4 minutes. Lisa Lipacosta pour commencer, je vous en prie. Merci. Bien, vous l'avez dit, les gouvernements pourraient avoir un bon contrôle et vous avez dit que les vraies photos de la guerre en Ukraine ne sont pas autorisées sur les réseaux sociaux parce qu'on y montre des photos qui n'y sont pas autorisées. Des photos de soldats morts, de civils morts. Alors, de toute façon, on aura un problème de désinformation. On a eu même des problèmes de désinformation avant les réseaux sociaux. Il y a des gouvernements que cela intéresse beaucoup de contrôler l'information qui est là. Et c'est pour ça qu'on est là. Nous devons essayer de trouver la façon de protéger notre démocratie, nos valeurs, comment protéger la liberté d'expression à une époque où moi, je ne suis pas toujours d'accord avec mon mari pour ce qui est autorisé pour nos enfants ou pas d'ailleurs. On est tout à fait en désaccord bien souvent. Donc, comment les organisations non gouvernementales peuvent-elles agir avec les gouvernements? Il y a des gouvernements qui veulent avoir un contrôle dictatorial de leurs citoyens. Et il faut admettre aussi qu'il y a des abus des ONG aussi. En tout cas, en Estonie, on constate que certaines ONG sont financées quasiment à 100% par un pays agressif, la Russie, et n'opèrent pas comme une ONG devrait opérer. Donc on a pas mal de questions là aussi. Mais si on a un gouvernement démocratique et de réelles ONG, et si on a de bonnes entreprises innovantes, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Moi, j'ai foi en l'humanité et je suis convaincue que grâce à l'expérience que nous avons, nous pourrons avancer. Les entreprises privées font preuve d'esprit innovant et c'est toujours très utile au gouvernement. Donc, travaillons ensemble. Et encore une fois, il y a beaucoup de questions là-dessus et beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas forcément. Merci, Madame Pacosta. Lisa, à présent, je reviens vers vous pour cette même question, si vous pouviez y répondre. Bon. Chez TikTok, nous croyons à cette approche multipartite, nous croyons au partenariat. Pour nous, c'est très important. Et nous croyons aussi à l'importance, à la nécessité d'avoir des experts et des vérificateurs d'informations.
Je vois beaucoup de collaborateurs dans la salle et je ne peux que vous remercier parce que les partenariats avec les institutions, avec la société civile, c'est très important pour notre travail. Et ce type de discussion, comme celle de l'IGF, c'est capital pour informer nos politiques. Alors, moi, je voudrais très brièvement me tourner sur les vérificateurs. Par le système de vérification de TikTok, eh bien, nous avons une vérification du contenu, il y a une modération responsable et nous avons plus de 20 partenaires au niveau mondial qui couvrent plus de 60 langues et plus de 100 marchés au niveau mondial. Et moi, je suis très fière. Il y a d'autres entreprises qui arrêtent de vérifier les faits à l'heure actuelle et nous continuons. On a des conseils jeunesse aussi, des conseils consultatifs avec des experts dans le monde et qui connaissent les régions dans lesquelles ils se trouvent. Donc, moi, je suis basée en Amérique du Nord. Moi, je ne connais pas la bonne solution pour l'Estonie. Donc, c'est très important d'avoir ces conseils de sécurité régionaux avec les gens qui ont cette expertise et qui pourront nous la faire parvenir pour pouvoir essayer de trouver des solutions. On a 10 de ces conseils régionaux, notamment en Asie du Sud-Est, en Europe, au Brésil, en Afrique subsaharienne. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour ces conseils que nous obtenons. On a parlé des informations autour des processus électoraux. Et ça, c'est un domaine sur lequel on travaille énormément. On a plusieurs différentes campagnes pour augmenter les compétences numériques spécifiques pour ce marché. Nous avons fourni aux utilisateurs des informations fiables. Lors des récentes élections allemandes, la commission électorale a fait une vidéo avec une information sur la meilleure façon de voter et on a promu ceci au centre de ressources TikTok. Donc ceux qui cherchaient de l'information sur la façon de voter, eh bien, on les a redirigés vers la commission électorale et les informations qui étaient fournies. Alors, je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, mais nous venons de lancer les notes. Une nouvelle caractéristique du produit, on aura plus de contexte sur le contenu TikTok. On se basera sur les connaissances collectives sur TikTok. Alors, à l'heure actuelle, on teste cette fonction aux États-Unis, mais c'est important. Et cela va compléter la modération déjà menée, ça ne va pas du tout la remplacer. Tout ce qui est modération, vérification de contenu, ça va continuer. Et puis cette fonction footnotes va venir y ajouter. Je me réjouis par avance de continuer la conversation. Alors Thibault, je me tourne vers vous. Comment les gouvernements, les entreprises, les médias, la société civile peuvent-ils travailler ensemble pour améliorer la résilience publique contre la manipulation dans les écosystèmes numériques? Alors, il faut qu'on réfléchisse à l'avenir et qu'on constitue une coalition qui va au-delà des intérêts de chaque acteur particulier. Moi, le côté multipartite, je n'y crois pas forcément par nature. Si on représente un gouvernement, est-ce qu'on doit être du même côté de la table que les entreprises? Ben non, les gouvernements sont là pour gouverner, pour légiférer. Alors je ne crois pas qu'il faut tout mélanger. Nous avons une organisation basée sur la société civile qui va fournir aux législateurs et au gouvernement de l'information crédible. Il faut organiser le débat. Mon message aux entreprises est clair. Il faut préempter la législation. Faites ce qu'il faut. Dès le départ, donner de la place aux médias fiables et tenez compte des initiatives qui ont été nommées. Des initiatives de 130 pays, 2000 initiatives. Les gouvernements ne doivent pas avoir peur de réglementer et de légiférer. Nous avons besoin de cette compréhension des décideurs. L'idée, c'est de créer des cadres, pas aller dans tous les détails de ce qui se passe dans le monde médiatique, mais créer des cadres qui permettent aux médias de s'étendre. Alors les médias ensuite doivent se réinventer,
puisqu'il y a la génération de contenu IA maintenant, et c'est vrai que les médias n'ont pas forcément fait leur boulot là. Il y a les années 2000-2010 eu une transformation qui n'a pas forcément été suivie. Donc il faut voir quelle est la valeur ajoutée du journalisme. Et puis, pour terminer, je mettrai l'accent sur l'écosystème dans lequel opèrent les médias. Ce n'est pas simplement les médias, les entreprises de la tech, les citoyens, les gouvernements. Il y a toute une série d'acteurs, et là je parle de publicitaires par exemple. Les publicitaires qui ont décidé, c'est leur droit, de mettre 80% de leur publicité chez les entreprises de la tech. Donc ils ne sont plus dans les médias traditionnels, disons. Alors peut-être que les entreprises de la tech peuvent leur donner une granularité sur les utilisateurs que les médias n'ont jamais pu faire. Bon, est-ce que c'est démocratiquement défendable d'aller là? Je pense qu'il faut y réfléchir. Merci beaucoup Thibault de cette réponse. Et à présent, Monsieur Björnberg, quelle est votre réponse à cette question? Merci beaucoup de soulever cette question. C'est vrai que travailler ensemble, se réunir, l'objectif c'est vraiment de répondre à ce type de défi. Et on arrive là au cœur de nos droits fondamentaux en tant que citoyens, en tant qu'être humain. Lorsqu'on se réunit, je dirais d'abord qu'il y a des bonnes nouvelles avec l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avec des chercheurs, la société civile, avec l'industrie, même les acteurs de la tech. Le Conseil de l'Europe a désormais convenu et conclu un nouveau traité sur l'intelligence artificielle et l'état de droit, la démocratie, les droits humains. C'est la première convention de cette sorte qui montre les responsabilités. Et il y a des références spécifiques aux compétences médiatiques, à l'éducation aux médias et à l'éducation en général par les pays pour promouvoir ces droits. J'ai aussi fait référence à la note d'orientation qui est signée par 46 pays et cela mène et propose des actions concrètes d'appuyer des organisations de vérification des faits et d'assurer l'indépendance des médias, de sorte qu'ils puissent eux-mêmes être transparents et continuer de façon pérenne à avoir leurs activités d'information. Il s'agit de toucher les plateformes, les gouvernements, et il est important que l'aspect droits humains fasse partie de la conception, de la conformité, et également les obligations. C'est-à-dire comment limiter les activités, les comptes, voire les suspendre. Et là, il faut faire attention parce que nous devons respecter le principe de proportionnalité et ça doit être utilisé en tant que dernier recours parce que nous sommes des partisans, bien sûr, de la liberté d'expression. Il s'agit de s'engager de sorte que les utilisateurs soient plus habilités, plus résilients. Et l'idée est que les plateformes, les médias, etc. se réunissent et offrent ensemble de l'information de qualité. Merci. Vous vouliez conclure ? C'est un contrat social, c'est pas juste une appli que vous allez télécharger. Et nous voulions que les gens se réunissent, en discutent. C'est un contrat social. Merci, nous avons été très disciplinés pour le temps. Je vous remercie. Il nous reste quelques minutes pour vos remarques de clôture. Quel message souhaiteriez-vous que le public et les personnes qui nous regardent en ligne retirent ? Une dernière question, comment est-ce que les gouvernements
les compagnies, les entreprises de la tech, les médias, la société civile collaborent pour encourager une résilience publique contre l'information, la manipulation des écosystèmes numériques. Monseigneur, je crois qu'effectivement, il y a une partie de cette question dont on a déjà discuté, et puis d'autres institutions, les chercheurs et ceux qui forment la société doivent participer et agir au nom de la communauté. Tout cela doivent s'engager et participer. En outre, chacun et chacune doit participer et s'intéresser à ce qui se passe, pas seulement en tant que consommateur, mais être vraiment des architectes de leur propre vie. Et comment y parvenir? D'un côté, il y a la possibilité législative qui permet de promouvoir et aussi d'accompagner et de contrôler de l'autre côté, parce que les deux sont nécessaires. Également, l'éducation doit accompagner l'ensemble de la société vers cette nouvelle culture. Ce qu'on appelle l'éthique. Il y a eu un document publié en 2020 à Rome pour réfléchir au droit, à l'éthique et faire en sorte que les institutions, les gouvernements, la société civile signent. Et les premiers à signer, donc parmi les entreprises, étaient Microsoft, IBM et l'Italie, pour participer. Et ce document contenait 6 points sur la transparence, l'inclusion, la redevabilité, l'impartialité, la réalité, la sécurité. Et autour de la même table, nous avons des personnes qui réfléchissent à l'application réelle de ce qui est proposé au niveau des algorithmes, c'est-à-dire que l'éthique soit intégrée dans l'algorithme, qu'on appellerait l'algorithmique, n'est-ce pas? Et les gouvernements peuvent changer la réalité en quelque sorte, ou en tout cas accompagner cette nouvelle réalité. Merci infiniment, Monseigneur Ruiz. Nous trouvons précieux vos commentaires. Il nous reste un peu de temps. Et donc, j'aimerais inviter notre panel à donner un message, un dernier message. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le public et ceux qui nous regardent en ligne retirent de cette discussion, que ce soit un commentaire, un appel à action? Donc, que souhaitez-vous que le public retire de cette session? Un dernier message. Nous allons démarrer avec vous, Lisa Lipacosta. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce que disait Monseigneur, c'est-à-dire que chacun doit être l'architecte de sa propre vie. Et la question dont on discute ici, c'est justement, oui, certains architectes bâtissent leur maison en bois, comme en Norvège. Et puis, dans les réseaux sociaux, on vous dit que c'est bien de bâtir des maisons en paille. Donc c'est bien, mais tout à coup, ça devient un phénomène social qui devient mauvais pour de nombreuses personnes. Alors, qui sera la bonne personne ou le gentil qui dira « cela n'est pas une bonne information » ? Est-ce qu'il s'agira d'un conseil d'éthique au sein de l'entreprise qui va retirer ce contenu de sorte qu'il ne soit pas nuisible pour tout le monde? Parce que le problème, c'est qu'il ne sera pas nuisible pour tout le monde, effectivement, mais seulement pour certaines personnes. Alors, comment trouver des solutions qui ne viennent pas de gouvernements dictatoriaux qui
limite la liberté d'expression ou par rapport à la propagation d'informations sur la guerre en Ukraine, ou peut-être que, à contrario, quelqu'un a trouvé une bonne façon de bâtir des maisons en paille qui effectivement est meilleure que les maisons en bois. Mais la question, c'est vraiment de trouver des bonnes solutions et pour l'instant, on n'en a pas encore. Et je crois qu'il faut vraiment agir tous ensemble, surtout les pays démocratiques, pour trouver ces solutions. Merci beaucoup, Lise Ali. Et vous avez 4 minutes pour répondre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Merci de me laisser cette possibilité. La confiance est vraiment fondamentale. J'ai démarré sur l'éducation. L'Estonie, c'est le premier pays au monde où on a démarré l'éducation à partir du 1er septembre, menée par une IA. Donc on va vraiment expérimenter là-dessus. Ce n'est pas seulement des questions de compétences médiatiques, mais également de compétences, d'apprendre à vivre dans son monde pour être des utilisateurs critiques et qui sachent utiliser ces outils. Nous sommes ouverts à l'innovation, à l'éducation et nous pouvons vaincre ces mauvaises choses qui viennent de la technologie en tant qu'être humain. Thibault. Est-ce que vous... Un dernier message. Je crois que ce qui est important, c'est de nous mettre dans la salle des solutions. Alors c'est vrai que plus on parle d'un problème, plus il est compliqué et plus vous êtes content si vous êtes un expert en problème. Mais si vous êtes un expert en solutions, vous allez essayer de trouver des tâches simples et faciles à réaliser. Et nous sommes à un moment de notre histoire où il faut nous poser la question. Vers quelle société voulons-nous nous diriger? Est-ce que nous voulons quitter l'espace, est-ce que nous voulons laisser l'espace numérique aux mains des entreprises privées, de la propagande? Est-ce que la conversation publique, le débat public, nous acceptons qu'il soit détruit, et ainsi que la concorde citoyenne? Et ça peut être une réalité. Et bien sûr, ce sont des choix politiques qu'on fait dans le sens réel de politique, la vie de la cité. Et c'est vraiment une question qu'on doit se poser tous ensemble, parce que personne ne peut faire ce choix par lui-même ou prendre la décision pour les autres. Ce sont les gouvernements et les citoyens, les utilisateurs qui doivent prendre cette décision. La question, c'est est-ce qu'on veut un débat public basé sur les faits, la réalité, ou est-ce que les faits deviennent des opinions? Et aujourd'hui, nous sommes face au niveau mondial à une offensive qui est menée par les États-Unis d'Amérique pour nous présenter la liberté d'expression comme menacée par le journalisme, alors que vous pouvez au contraire avoir la liberté d'expression et la liberté de la presse en même temps. C'est en réalité l'esprit du premier amendement des États-Unis. Donc on entend des déclarations absurdes aujourd'hui contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse, et on doit se demander ce que veulent les personnes qui souhaitent la dérégulation. La liberté d'expression, ce n'est pas la loi du plus fort. Et c'est très bien que les gens s'expriment par le vote là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de la majorité d'avoir une dérégulation totale de l'espace public qui favorise ceux qui peuvent payer, qui crient le plus fort. C'est pas comme ça qu'on a structuré nos sociétés dans le passé. Alors soyons vigilants, n'essayons pas de retirer des droits à qui que ce soit, mais on peut préserver la liberté de la presse et la liberté d'expression. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et ceux qui souhaitent vous faire choisir entre l'un et l'autre, c'est parce qu'ils ont un intérêt à sélectionner l'un et pas l'autre. Merci. Merci infiniment, Thibault, pour ces mots forts. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Lisa? Oui. Ici, on parlait d'assurer les droits humains à l'ère technologique. Et du point de vue de l'industrie, je crois que l'espace numérique peut être sympa, drôle et utile pour nous tous. Si, en revanche, on conserve un équilibre entre le droit des utilisateurs de technologie en gardant un focus sur le droit des humains avec la sécurité en ligne et également construire la résilience en ligne. Lorsque je dis construire la résilience contre les menaces, sachons bien que ces menaces ont toujours existé dans la société et qu'elles se sont déplacées vers le numérique, elles ont aujourd'hui une autre existence, elles peuvent se manifester très rapidement et n'oublions pas la résilience, les droits et la sécurité dans la conception de ces systèmes en ligne. Et c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, la société civile, l'industrie, les gouvernements, c'est de notre responsabilité à tous. Et nous ne réussirons que si nous œuvrons ensemble, qu'il s'agit d'une question multipartite autour d'une table ronde ou autre. Mais il faut que nous soyons d'accord sur ces principes pour aller plus loin. Et à TikTok, nous souhaitons protéger notre communauté. Nous voulons aussi nous battre contre les informations toxiques et nous continuerons à travailler avec 22 organisations et associations internationales qui couvrent, comme je le disais, un grand nombre de marchés, 60 langues. Et nous voulons continuer à ce que les gens puissent être connectés les uns avec les autres. Nous lançons des campagnes de compétences médiatiques, d'éducation aux médias. Et j'espère que on a ici des collaborateurs dans mon équipe présents et n'hésitez pas à venir nous voir dans notre stand, discuter avec nous. Vous verrez tout ce qu'on faisait. Notre équipe sera ravie de répondre à vos questions, même les plus difficiles. Et on se reverra demain. Voilà pourquoi j'ai ma fille de 15 ans avec moi ici. Et c'est ma petite star. Je l'amène à tous nos événements. Ainsi que mon père de 80 ans qui a d'autres défis en termes de compétences médiatiques. Mais je remercie en tout cas tout le monde ici. Merci. Merci infiniment pour votre contribution. Et Björn Berge, avant de me tourner vers vous, donc est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Monseigneur Ruiz souhaitait s'exprimer en espagnol et c'est tout à fait possible. Il y a des écouteurs, n'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez vous brancher, donc l'interprétation en français va suivre normalement. Vous n'avez rien besoin de faire si vous écoutez l'interprétation en français. Et vous pouvez donc, Monseigneur, vous exprimer en anglais ou en espagnol, comme vous le souhaitez. These are the channels. This is the on button. And you find Donc Lisa, Natalia est en train de vous faire une démonstration. À présent, pour vos remarques de clôture, Monsieur Berg, quel message clé souhaitez-vous que le public retire de votre intervention? Je vous remercie. Je vais démarrer par rebondir sur ce que disait la ministre estonienne et qui est absolument essentiel. Il y a une cyberguerre actuellement et nous sommes les cibles d'une offensive de propagande russe, de désinformation, d'infox, de fake news. Et il faut bien sûr combattre cela par tous les moyens. C'est absolument essentiel. La désinformation, deuxièmement, est une menace de plus en plus importante envers notre démocratie. On l'a dit tout à l'heure, mais
cela s'attaque au cœur de la démocratie, c'est-à-dire l'élection. Nos élections sont manipulées. Et l'IA générative rend cela de plus en plus difficile à contrôler. Ce qu'il nous faut, c'est une coopération plus forte entre les gouvernements et des normes juridiques qui soient plus faciles à appliquer pour contrer ces menaces. Et pas seulement des bouts de législation ici et là qui permettront de répondre à tel ou tel défi. Et bien sûr, cette collaboration et ces normes doivent être ancrées dans les droits fondamentaux. Parallèlement, des travaux transfrontières, transsecteurs, pour contrer la désinformation et encourager la résilience publique doivent avoir lieu. Aucun acteur seul ne peut résoudre ce problème. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à créer un espace de l'information plus résilient. Et au bout du compte, je l'espère, un espace numérique démocratique où les faits sont importants, où les droits sont respectés et où les voix sont entendues et pas manipulées. Voilà. J'en resterai là. Monseigneur Ruiz, vous souhaitiez vous exprimer. Nous vivons une époque absolument incroyable. Et je pense d'abord qu'il nous faut toujours chercher où se trouve l'humain, c'est-à-dire au centre. L'humain doit toujours être au centre. Deuxièmement, promouvoir la personne dans son ensemble. Troisièmement, prendre en compte ces processus culturels et que ce processus soit tel que chacun puisse y participer et le façonne. Et enfin, faire participer les gens qui ne soient pas de simples utilisateurs, mais qu'ils fassent partie de la vie, de la culture. Je vous remercie. Merci infiniment, Monseigneur, de votre contribution. Merci à tous les panélistes à ce débat indispensable. Nous en arrivons à la fin de la discussion. Nous avons entendu des messages puissants de la part de nos panélistes. Je remercie également le public. Merci à ceux qui nous regardent en ligne. Merci de votre attention. Et j'aimerais à présent remercier notre panel. Applaudissons-les bien fort. And to our panelists, and just before we have a Et avant de faire la photo de groupe, le public, ceux qui nous regardent en ligne, je vous invite à revenir demain. Il y aura un grand nombre de sessions au cours de la semaine, ici dans la salle des conférences et dans les autres salles, présentées donc par la Norvège, notre pays hôte de cet IGF 2025. Nous allons regarder de plus près les défis, les opportunités auxquelles nos sociétés sont confrontées. Et je vous remercie encore une fois de votre temps, de votre attention pour aujourd'hui. Pour les panélistes, nous allons faire une photo de groupe. Restez donc sur scène et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. À demain.